La dernière chose que j'ai vue clairement, c'est la lumière fluorescente au-dessus du rayon des fruits et légumes. Pas l'étagère que j'essayais d'atteindre, pas les autres clients, juste cette lumière blanche et froide, constante et indifférente, tandis que le sol montait à ma rencontre comme s'il m'attendait. Je ne suis pas tombé comme les gens tombent dans les films. J'ai glissé lentement, silencieusement, comme si mon corps avait simplement décidé qu'il en avait fini de se tenir debout et n'avait pas besoin de l'annoncer. Je me souviens du bruit d'une roue de chariot. Des chaussures de quelqu'un. Une voix disant « Madame, Madame », puis plus rien. Je m'appelle Anaka Brown. J'ai passé 31 ans à construire une vie dans cette ville avec mon mari, Lewis. Une entreprise, une maison, un nom qui signifiait quelque chose à Houston. J'ai élevé un fils. J'ai enterré mon mari il y a 14 mois. Et un mardi après-midi, dans le rayon des fruits et légumes d'un crochet près de la Highway 6, mon corps a fini par dire stop. Les ambulanciers ont été efficaces et gentils. La chambre d'hôpital avait la couleur de vieux papier. Une infirmière nommée Dorinda, une petite femme aux mains sûres, le genre de visage qui a déjà annoncé de mauvaises nouvelles et a appris à le faire avec douceur, m'a dit que ma tension artérielle avait chuté à un niveau dangereux. Elle m'a dit que j'étais stable. Elle m'a dit que j'avais besoin de repos. Puis elle m'a dit autre chose. Ils avaient essayé de joindre mon contact d'urgence. Mon fils, a-t-elle dit avec précaution. De la manière dont on dit quelque chose quand on sait déjà que la réponse va faire mal. Entre le service des urgences, le personnel des admissions, 2 équipes d'infirmières, le coordinateur des sorties et la travailleuse sociale qui est passée plus tard, ils avaient passé près d'une journée entière à essayer de le joindre. Différents services, différentes personnes. Chaque fois que quelqu'un prenait le relais de mes soins, il réessayait. Il l'avait appelé 57 fois. Je lui ai fait répéter, non pas parce que je n'avais pas entendu, mais parce que j'avais besoin que ce chiffre soit réel avant de décider quoi en faire. 57. Je me suis réallongé contre cet oreiller d'hôpital plat, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé à Lewis. Pas de manière générale. J'ai pensé à quelque chose de précis. Le matin, 3 ans avant sa mort, où j'avais une gastro-entérite si grave que je ne pouvais pas lever la tête, et je m'étais réveillé à 7 heures pour le trouver assis sur la chaise à côté du lit, encore en vêtements de travail. Un verre de ginger ale sur la table de nuit avec une serviette pliée en dessous pour que la condensation ne marque pas le bois. Il n'avait pas fait un bruit. Il était juste là, comme il l'était toujours. Il aurait été dans ce crochet avant que l'ambulance ne quitte le parking. Si vous regardez ceci et que vous avez quelqu'un dans votre vie qui répond présent, qui est toujours là, gardez-le précieusement. Ne laissez pas passer un seul jour ordinaire sans lui dire ce que cela signifie. À quelle heure regardez-vous ceci? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir que je ne parle pas à une pièce vide. Ce soir-là, une travailleuse sociale de l'hôpital est passée. Une jeune femme, un presse-papier à la main, des yeux gentils. Elle m'a demandé si j'avais quelqu'un à contacter, quelqu'un qui pourrait venir. Je lui ai dit que oui, j'avais quelqu'un. Je ne l'avais simplement pas encore appelé. Elle a écrit quelque chose sur son presse-papier. Je l'ai regardé écrire. Et quelque part entre le mouvement de son stylo et la fermeture de la porte derrière elle, quelque chose a changé en moi. Pas bruyamment, pas de manière dramatique. De la manière dont une serrure tourne, un petit clic silencieux. Ils m'ont laissé sortir le lendemain matin. Je n'ai pas appelé Franklin. J'ai appelé un service de voiture et je me suis assise sur la banquette arrière, mon sac sur les genoux, regardant Houston défiler par la fenêtre comme elle le fait toujours, indifférente, occupée, sans se soucier de ce qui arrive à une personne en particulier en son sein. Quand la voiture a tourné dans ma rue, quelque chose m'a traversé avant que je ne puisse le nommer. Une pression, une intuition. Lewis disait toujours que j'avais du flair pour les choses, que je ressentais la forme d'une situation avant de pouvoir la voir clairement. La voiture s'est arrêtée devant chez moi. J'ai regardé vers le garage et j'ai compris immédiatement que Lewis avait raison. La porte du garage était fermée. C'était le premier signe que quelque chose n'allait pas. Pas une porte ouverte, pas une serrure cassée, pas la moindre trace de force, juste une porte fermée et un espace vide derrière elle là où mon SUV noir était garé depuis 11 ans. Un béton propre, pas de tache d'huile, rien du tout. Celui qui l'avait pris avait une clé, savait exactement où il se trouvait et avait refermé la porte derrière lui comme s'il était chez lui. Je suis resté là un moment, juste le temps de comprendre ce que je regardais.
Franklin avait toujours une télécommande de garage datant d'il y a des années. Il avait déjà emprunté le SUV auparavant. Pour des courses, des trajets à l'aéroport, des choses qui ne semblaient jamais valoir la peine d'être discutées. Si j'étais rentré n'importe quel autre jour, j'aurais pu supposer qu'il l'avait repris et prévoyait de le rendre plus tard. Mais après 57 appels hospitaliers restés sans réponse, cet espace vide avait un goût différent, moins comme un emprunt, mais plus comme un message. Puis je suis entré. J'ai fait du café, non pas parce que j'en voulais, mais parce que mes mains avaient besoin d'être occupées pendant que mon esprit travaillait. Le bureau de Lewis était exactement tel qu'il l'avait laissé. Je n'avais pas bougé son bureau, je n'avais pas touché à sa chaise, je n'avais pas changé l'angle de la lampe qu'il gardait toujours légèrement incliné vers la gauche. 14 mois, et je ne pouvais toujours pas me résoudre à réorganiser la moindre chose qu'il avait placée avec intention. Je me suis assis sur sa chaise et le cuir s'est installé autour de moi de la même manière qu'il s'installait autour de lui. Et, le temps d'une inspiration, la pièce sentait encore légèrement son odeur. Du cèdre et quelque chose de chaud en dessous, si je restais très immobile. J'ai ouvert mon téléphone. Je ne cherchais pas d'appel manqué de Franklin. J'avais cessé d'attendre quoi que ce soit de ce côté-là dès l'instant où Dorinda avait dit 57. Ce que je cherchais, c'était le journal des appels que l'hôpital m'avait imprimé avant ma sortie. Le relevé des appels sortants que j'avais demandé discrètement à Dorinda, comme une femme qui savait déjà qu'elle aurait besoin de preuves documentées sans pouvoir encore expliquer pourquoi. À la place, je suis tombé sur la page de Tiffany. La publication datait de la veille au soir, alors que j'étais encore dans cette chambre d'hôpital, encore branché au moniteur, attendant encore que ma tension artérielle se stabilise. La photo montrait mon SUV noir. Tiffany était au volant, une main levée vers l'appareil photo, la légende en dessous résonnant comme un verdict, tout est à moi maintenant. Le j'aime de Franklin était le 3e sur la publication. Pas un commentaire, pas un appel à sa mère allongée sur un lit d'hôpital. Un simple j'aime, silencieux et approbateur, de la manière dont un homme signe son nom au bas d'un accord déjà conclu. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. L'espace vide dans le garage prenait tout son sens à présent. Et puis je me suis souvenu de Célestine. Il y a 8 mois, elle m'avait appelé. Sa voix avait ce ton grave et mesuré qu'elle prend lorsqu'elle s'apprête à dire quelque chose qu'elle retient depuis trop longtemps. Anaka, il faut que tu fasses attention à Franklin. Je lui avais dit que j'étais fatigué. Que j'étais en deuil. Je n'étais pas prête à entendre des choses compliquées sur mon fils. Elle était restée silencieuse un moment, puis avait dit « D'accord, mais je vais continuer à surveiller ». J'avais dit d'accord. Je n'y avais plus repensé jusqu'à maintenant. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le bureau de Lewis. Puis je l'ai repris. J'ai fait une capture d'écran de la publication. Puis j'ai ouvert mes photos et j'en ai refait une capture d'écran. Ensuite, j'ai ouvert mes emails et je me suis envoyé les 2 images avec l'horodatage visible. J'ai fait tout cela sans réfléchir. 31 ans passés à diriger une entreprise avec Lewis avaient rendu certains instincts automatiques. Il disait toujours la même chose chaque fois qu'une situation semblait incertaine, documenter d'abord, réagir ensuite. Je ne réagissais pas encore. Je me suis assise sur sa chaise et j'ai senti la douleur dans ma poitrine faire quelque chose qu'elle n'avait pas encore fait. Elle n'est pas partie. Le deuil ne part pas. Pas vraiment. Mais il s'est déplacé. Il s'est écarté juste assez pour faire de la place à quelque chose de plus froid, quelque chose qui ne tremblait pas. J'ai regardé le côté gauche du bureau de Lewis, le tiroir que je n'avais pas ouvert depuis le lendemain de ses funérailles, celui pour lequel je m'étais dit que je n'étais pas prête. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un dossier. Son écriture sur l'onglet, soignée et délibérée, comme tout ce que Lewis touchait était soigné et délibéré, pour Anaka. À lire quand tu seras prête. Je l'ai pris. J'étais prête. Le dossier contenait 3 choses. Une lettre manuscrite pliée en 3, une copie de l'accord d'exploitation de Brown & Associates LLC, 22 pages, avec certaines dispositions soulignées de la main délibérée de Lewis, et une carte de visite de couleur crème, simple, Marcus Elliott, avocat. Au dos, de l'écriture de Lewis, appelle si jamais tu en as besoin. J'ai mis la lettre de côté. Je la lirai en dernier. Je le savais d'instinct, de la manière dont on sait qu'il faut garder pour la fin ce qui va nous coûter le plus cher.
J'ai posé l'accord d'exploitation à côté et j'ai regardé la carte de visite pendant un long moment avant de la placer soigneusement sur le coin du bureau pour ne pas la perdre. Ensuite, siégeant à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable, j'ai imprimé 18 mois de relevés bancaires. Je les ai étalés sur le bureau dans l'ordre, du plus ancien à gauche au plus récent à droite, de la manière dont Lewis et moi disposions les rapports trimestriels lorsque nous faisions les comptes ensemble le dimanche soir. La pièce était silencieuse. Dehors, Houston poursuivait son après-midi sans avoir conscience de ce qui se passait à l'intérieur de cette maison. Les virements étaient de petits montants. C'est la première chose que j'ai remarquée, et c'est ce qui m'a le plus glacé. Non pas parce que les petites sommes n'ont pas d'importance, mais parce que les petites sommes sont choisies délibérément par quelqu'un qui sait comment éviter de se faire remarquer. $200, $350, une fois $480, jamais plus de $500 en une seule transaction. Toujours le 7 et le 21 du mois, avec une régularité si parfaite qu'elle ne pouvait qu'être intentionnelle. 11 mois de virement. Commençant 3 mois après la mort de Lewis. Je suis resté pensif devant cela un instant. 3 mois après les funérailles, alors que je ne dormais que par tranches de 2 heures et que j'oubliais de manger, quelqu'un avait commencé à retirer discrètement de l'argent d'un compte qui portait mon nom. L'après-midi a filé pendant que je travaillais. J'ai sorti des dossiers de propriété des armoires, ouvert des classeurs que je n'avais pas touchés depuis la mort de Lewis, croisé des dates, suivi des pistes de documents. Plus d'une fois, j'ai dû m'arrêter et faire du café simplement pour garder mes pensées claires. Au moment où la lumière du soleil s'est déplacée sur le sol du bureau, j'avais concentré mon attention sur les registres de l'immeuble de Westheimer. Quelque chose dans les dispositions soulignées de l'accord d'exploitation me ramenait sans cesse là-bas. J'ai trouvé le document dans une enveloppe Kraft que j'ai failli manquer parce qu'elle était glissée derrière les documents d'assurance. Une demande de transfert de titre sur la propriété de Westheimer. Initié, pas finalisé, mais initié avec des documents déposés et un numéro de référence attribué. Lewis avait construit cet immeuble en 1998. C'était la première propriété commerciale qu'il avait possédée en propre. La date d'initiation de la demande de transfert remontait à 7 mois. Lewis était mort depuis 7 mois à ce moment-là. La signature de Franklin figurait sur le formulaire d'initiation. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai posé, je l'ai reprise et je l'ai relue. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vos yeux passent en cherchant une autre réponse avant que votre esprit n'accepte celle qui se trouve devant lui. Le deuxième document n'est apparu que près d'1 heure plus tard. Je revérifiai l'accord d'exploitation par rapport à d'anciens documents de l'entreprise quand je l'ai trouvé, enfoui dans une pile de paperasse de la LLC. Un enregistrement auprès du secrétariat d'État du Texas, un amendement de gestion pour Brown & Associates LLC désignant Franklin Brown comme co-gérant. La signature de Lewis n'y figurait pas. La mienne non plus. L'accord d'exploitation que Lewis avait laissé dans ce dossier exigeait soit sa signature, soit la mienne pour que tout changement de direction soit valide. Ce document n'avait ni l'une ni l'autre. Ce qu'il avait, c'était une date de dépôt d'il y a 9 mois et un sceau de notaire que je ne reconnaissais pas. Lewis avait pour habitude de devenir totalement immobile lors des négociations lorsque quelqu'un tentait de déplacer une limite qu'il avait fixée. Pas en colère, juste immobile. Le genre d'immobilité qui faisait comprendre à l'autre personne, sans un mot, qu'elle avait fait une grave erreur de calcul. Je l'avais vu faire cela 100 fois en 31 ans. Je le ressentais à présent dans mon propre corps. Cette même immobilité froide et inébranlable. J'ai pris la carte de visite de Marcus Elliott. Je l'ai regardée pendant exactement 3 secondes. Puis j'ai pris mon téléphone. Non pas pour crier ou pour affronter qui que ce soit. Un seul appel, un seul numéro auquel Lewis avait assez fait confiance pour me le laisser exactement pour ce moment-là. C'était tout. Elle n'a pas apporté de fleurs. Elle n'a pas apporté de nourriture. Célestine Marx est arrivée à ma porte 2 jours après mon appel, un classeur accordéon marron sous le bras et l'expression d'une femme qui attendait depuis 8 mois la permission de parler. Je l'ai laissée entrer sans un mot. Nous nous connaissions depuis assez longtemps pour que certaines entrées ne nécessitent pas de cérémonie. Elle s'est assise en face de moi au bureau de Lewis et a placé le classeur entre nous de la manière dont on dépose des preuves, avec soin, pleinement consciente de ce qu'il contenait. Puis elle l'a ouvert. 7 mois de documentation, des dates écrites de l'écriture précise de Célestine, des emails imprimés, une photographie prise de ce qui ressemblait à la fenêtre d'une voiture montrant Franklin entrer dans les bureaux d'une société de titres sur Westheimer avec un homme que ni l'une ni l'autre ne
Reconnaissons, un profil LinkedIn imprimé pour une société de gestion immobilière appelée Hargrove & Associates Property Solutions, enregistré il y a 4 mois. L'agent enregistré figurait sous un nom que je ne connaissais pas, mais l'adresse professionnelle était un bureau situé dans un immeuble à 3 pâtés de maison de la maison de Franklin et Tiffany, et Hargrove était le nom de jeune fille de Tiffany. Je n'ai pas parlé. J'ai regardé chaque document de la manière dont Lewis m'avait appris à regarder tout ce qui était important, complètement, sans me précipiter vers une conclusion avant que l'image ne soit complète. Célestine m'a laissé terminer. Puis elle m'a raconté le reste. Au cours des 6 derniers mois, Franklin avait pris contact discrètement avec des personnes du milieu de l'immobilier commercial de Houston, des hommes et des femmes qui faisaient des affaires avec Lewis depuis des décennies, qui connaissaient Brown & Associates par sa réputation et ses relations. Il leur disait que je traversais des moments difficiles, que le deuil avait affecté mes facultés cognitives, que j'avais du mal à gérer les propriétés et l'entreprise, et qu'il intervenait pour s'occuper des choses. Il le disait avec précaution, m'a-t-elle expliqué. Jamais comme une accusation. Toujours comme un fils inquiet. Le genre de discours qui ressemble à de l'amour jusqu'à ce que l'on réalise ce qu'il est en train de faire. 3 des contacts de longue date de Lewis s'étaient éloignés de moi au cours des 6 derniers mois. Ils avaient cessé de retourner mes appels, laissant nos relations s'éteindre en silence. Je m'étais dit que c'était la distance due au deuil, que les gens ne savaient parfois pas quoi dire à une veuve et préféraient donc ne rien dire. Je leur avais pardonné pour cela. Ce n'était pas la distance du deuil. Je suis resté pensive un instant. La cruauté spécifique de la chose, utiliser le nom de Lewis et le réseau de Lewis pour démanteler la femme que Lewis avait mis 31 ans à construire à ses côtés. Je suis resté assise là, et je n'ai pas laissé mon visage trahir la moindre émotion. Puis j'ai demandé à Célestine quand elle avait commencé à surveiller. Elle a répondu, le 2e mois après les funérailles. Je lui ai demandé pourquoi. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, lors de la collation après l'enterrement de Lewis. Franklin a arrêté de t'appeler maman. Chaque fois qu'il parlait de toi à quelqu'un d'autre dans cette pièce, il t'appelait Anaka. Pas sa mère, pas maman. Anaka. Comme si tu étais quelqu'un qu'il gérait, au lieu de quelqu'un à qui il appartenait. J'ai compris immédiatement pourquoi elle l'avait noté. Dans notre monde, le monde dans lequel Lewis et moi avions été élevés, le monde qui entourait cette réception, un fils appelle sa mère maman en public jusqu'à ce que l'un d'eux soit sous terre. On ne passe pas à son prénom dans une pièce pleine de gens qui aimaient son mari à moins que quelque chose en vous n'ait déjà changé en premier. C'était un détail, le genre de choses que seule une personne très attentive remarquerait. Célestine l'avait remarqué, l'avait gardé et avait construit 7 mois de documentation là-dessus. Le dernier morceau de ce que je retenais encore pour Franklin, cette part de moi adoucie par le deuil qui cherchait encore une excuse, s'est envolée silencieusement à cet instant. Pas une rupture, une fermeture, comme une porte dans une maison d'où quelqu'un est parti depuis déjà longtemps. Célestine m'a demandé ce que j'allais faire. Je lui ai dit que j'avais appelé Marcus Elliott 2 jours plus tôt, que j'avais un rendez-vous le lendemain matin et que j'avais besoin qu'elle continue à surveiller. Parce que ce que j'allais faire exigeait que tout soit documenté avant que Franklin n'ait la moindre idée de mes intentions. Elle a acquiescé d'un signe de tête, a refermé le dossier et est restée pour prendre un café. La première chose que j'ai remarquée fut la photographie. Elle était posée sur le buffet derrière le bureau de Marcus Elliott. Pas un portrait formel, pas une photo professionnelle posée, mais un cliché pris sur le vif. Lewis et un homme que je comprenais maintenant être Marcus se tenaient lors de ce qui semblait être une pose de première pierre. Tous deux étaient saisis en plein rire à cause de quelque chose situé juste hors cadre. Lewis portait la veste grise qu'il réservait aux occasions qu'il jugeait importantes. Je n'avais jamais vu cette photo auparavant. J'ignorais qu'elle existait. Je me suis assise et je n'ai pas détaché mes yeux d'elle pendant un long moment. Marcus m'a laissé regarder. Il était ce genre d'homme. Mesuré, calme, doté de cette tranquillité qui vient de décennies passées assis en face de personnes en souffrance, sachant que les bousculer coûte plus cher que d'attendre. Quand j'ai enfin tourné les yeux vers lui, il a hoché la tête une fois, de la manière dont Lewis hochait la tête quand quelque chose avait été compris sans avoir besoin d'être dit. Il a ouvert le dossier. L'évaluation des dégâts a pris 20 minutes. Il les a exposés pièce par pièce. Le dépôt frauduleux auprès du secrétariat d'État désignant Franklin comme co-gérant sans signature valide. La procuration expirée que Lewis avait accordée à Franklin pour un but précis en 2019,
qui s'était éteinte automatiquement à la mort de Lewis, utilisée 11 mois plus tard comme s'il s'agissait d'un document toujours en vigueur. L'initiation du titre de Westheimer, les contacts professionnels sapés, chaque élément posé sur la table entre nous avec la précision d'un homme qui reconstruisait cette image depuis mon appel 2 jours plus tôt et voulait que j'envoie toute la forme avant de dire quoi que ce soit d'autre. J'ai demandé comment un tel dépôt pouvait apparaître dans les registres de l'État sans que personne ne l'arrête. Marcus s'est légèrement penché en arrière. Il a expliqué que le bureau du secrétariat d'État traite des milliers de dépôts d'entreprises chaque année. La plupart sont enregistrés de manière administrative sur la base des informations fournies. Le bureau ne vérifie pas de manière indépendante chaque signature et n'enquête pas sur l'autorité interne de l'entreprise avant d'enregistrer un dépôt. Lorsque quelqu'un soumet de fausses informations, le dépôt peut sembler légitime jusqu'à ce qu'il soit contesté et examiné. Puis il a tapoté le document du doigt. C'est pour cela que ceci est important, a-t-il dit. Parce que quelqu'un a profité du système, en pariant sur le fait que personne ne regarderait de près. C'était accablant, de la manière dont le sont toujours les soupçons confirmés. Pas surprenant, juste définitif. J'ai demandé combien de temps cela aurait pris si je n'avais pas trouvé le dossier de Lewis. Si je n'avais jamais sorti les relevés bancaires. Marcus est resté silencieux un instant. Par sa fenêtre, Houston poursuivait son après-midi. Des grues, des immeubles de verre, la ville que Lewis aimait et dans laquelle il avait bâti. Il a dit, probablement 4 à 6 mois de plus avant que le transfert de Westheimer ne soit finalisé, et les dommages sur votre réputation professionnelle seraient devenus structurels, difficiles à inverser à ce stade. Puis il a ajouté, Lewis savait. Il ne savait pas que Franklin ferait cela précisément, mais il en savait assez pour mettre en place cette protection avant de mourir. Je suis resté impassible. C'était la chose la plus difficile que j'ai eu à faire depuis que j'étais entré dans ce bureau. Marcus a fait glisser l'accord d'exploitation de l'autre côté de la table. Il a pointé du doigt la disposition sous laquelle figurait le trait de crayon de Lewis. Le même soulignement que j'avais vu dans le dossier à la maison. La même marque délibérée. La structure de la LLC que Lewis avait bâtie pour Brown & Associates exigeait mon consentement écrit pour tout transfert d'actifs, tout changement de gestion, toute cession de propriété. Sans cela, rien de ce que Franklin avait tenté n'avait la moindre valeur juridique. Chaque geste qu'il avait fait depuis 11 mois s'était heurté à un mur que Lewis avait érigé avant de rendre son dernier soupir, précisément pour qu'il soit debout quand ce serait nécessaire. Franklin avait essayé de prendre ce que Lewis avait déjà rendu intouchable. J'ai posé ma main à plat sur l'accord d'exploitation. Le papier était frais sous ma paume. Je n'ai pas pleuré dans le bureau de Marcus. J'avais pris cette décision avant d'entrer. Que quoi que je ressente dans cette pièce, je le ressentirai plus tard, en privé, là où était sa place. Marcus m'a dit une dernière chose avant que je ne me lève pour partir. Au Texas, a-t-il dit, la loi sur l'enregistrement stipule que le consentement d'une seule partie suffit. Pour toute conversation à laquelle je participais, j'étais légalement autorisé à l'enregistrer sans en informer l'autre partie. J'ai demandé si cela incluait les conversations dans ma propre maison. Il a répondu, surtout celle-là. J'ai hoché la tête une fois. J'ai pris mon sac. Je lui ai serré la main, j'ai marché vers l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton et je suis resté là, à regarder dans le vide pendant que les portes s'ouvraient. Je suis arrivé jusqu'à la voiture. Je me suis assise sur le siège du conducteur. Je me suis accordé 60 secondes pour Lewis, pour les 31 ans, pour la photo sur ce buffet, pour le fait qu'il savait, qu'il s'était préparé et qu'il m'avait aimé avec ce niveau d'intention précis, silencieux et permanent. 60 secondes. Puis j'ai démarré la voiture. Il a apporté de la nourriture de chez Lucilès. Ce fut la première chose qui me souleva le cœur. Non pas sa venue sans prévenir. Non pas ce coup à la porte auquel je ne m'attendais pas, mais ce choix précis. Lucilès sur Westheimer. L'épicerie fine que j'aimais depuis 20 ans. Celle où Lewis et moi nous arrêtions le samedi matin après le marché des producteurs. Franklin savait exactement ce que ce sac représentait pour moi. Il l'avait choisi exprès, de la manière dont on choisit une clé qui correspond à une serrure spécifique. J'ai ouvert la porte. J'ai regardé mon fils debout sur le porche de son père, ce sac à la main, le visage arrangé dans une expression qui ressemblait à de l'inquiétude. Je l'ai laissé entrer. Je suis allé dans la cuisine et j'ai mis la bouilloire en marche. J'ai gardé des mouvements lents, légèrement laborieux,
de la manière dont une femme se déplace lorsque son corps est encore en convalescence. Quand j'ai posé sa tasse, mes mains avaient un léger tremblement. Non pas parce que je m'effondrais, mais parce que Franklin avait besoin de voir une version de moi qui confirmait l'histoire qu'il racontait à tout le monde. Et j'avais décidé sur le parking de Marcus 2 jours plus tôt que je lui donnerais exactement cela. Il s'est détendu en l'espace de 20 minutes. Je l'ai vu se produire. Les épaules qui se relâchaient, la politesse prudente qui s'adoucissait en quelque chose de plus confortable, de plus familier. Il a commencé à parler de la manière dont parlent les gens qui se croient les plus intelligents de la pièce. Et dit qu'il avait pensé aux propriétés, de manière générale. Il a dit qu'il gardait un œil sur les choses, comme Lewis l'aurait voulu. Il a mentionné l'immeuble de Westmeer spécifiquement, affirmant que le marché commercial évoluait et qu'il serait peut-être utile d'avoir un regard neuf sur la structure de gestion. Il avait quelqu'un en tête. Il a parlé d'un gestionnaire immobilier nommé Desmond. Bonne réputation. Gérer plusieurs immeubles dans le secteur. Pourrait me soulager de la pression quotidienne pendant que je me concentrais sur la récupération de mes forces. J'ai entouré ma tasse de mes deux mains et j'ai hoché lentement la tête. Puis il a dit, nous, et non pas toi, devrions y réfléchir. Nous devrions probablement envisager une restructuration, pas ton entreprise. Nous devons nous assurer que Brown & Associates est correctement positionné pour l'année prochaine. Nous. Il le disait de la manière dont un homme le dit lorsque la transition est déjà achevée dans son esprit et qu'il attend simplement que la paperasse suive. J'ai gardé une expression douce et le regard légèrement vague, l'air d'une femme fatiguée et reconnaissante de l'aide de son fils. Puis il a mentionné les contacts. Il a dit qu'il avait eu quelques conversations préliminaires, rien d'officiel, avec quelques-uns des collaborateurs de Lewis, pour tâter le terrain, disait-il, s'assurer que les relations étaient maintenues. Il a nommé 2 hommes. J'ai reconnu les 2 noms immédiatement. C'étaient 2 des 3 contacts que Célestine avait identifiés comme s'étant discrètement éloignés de moi au cours des 6 derniers mois. Il les a nommés avec l'assurance d'un homme qui n'avait aucune idée du fait que je savais déjà pourquoi il s'était tu. Il était assis à la table de la cuisine de Lewis, buvant du thé que j'avais préparé dans une maison que Lewis avait construite, nommant les hommes qu'il avait empoisonnés contre moi, comme s'il rendait compte de sa bonne gestion de l'héritage de son père. J'ai regardé mon fils et j'ai compris une chose complètement pour la première fois. Ce n'était pas le deuil qui altérait son jugement. Ce n'était pas le comportement d'un homme qui avait perdu son père et s'était égaré. Franklin avait regardé la mort de Lewis et y avait vu une porte s'ouvrir, et il l'avait franchie, un pas prudent après l'autre, depuis 11 mois. L'homme en face de moi avait planifié cela. Il le planifiait encore en ce moment même, à cette table, dans cette maison. Il est resté encore 40 minutes. Quand il est parti, il m'a serré dans ses bras à la porte, une longue étreinte, le genre qui ressemble à de l'amour vu de l'extérieur. Je suis resté à la fenêtre à regarder sa voiture jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Puis j'ai pris mon téléphone. Marcus m'avait dit que le Texas était un État à consentement unique. Avant l'arrivée de Franklin, j'avais ouvert l'enregistreur vocal et l'avais laissé tourner sur le comptoir de la cuisine. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix résonnait clairement. Le nom de Desmond. Le mot « nous » à 3 reprises distinctes. Les noms des 2 contacts prononcés sans hésitation. J'ai verrouillé l'enregistrement et je l'ai sauvegardé. Puis j'ai repris mon téléphone. Marcus devait entendre cela ce soir. Célestine a appelé un jeudi matin, en utilisant cette voix qu'elle réserve aux choses qui ne peuvent être tues. Je l'ai reconnue avant même qu'elle ne termine sa première phrase. Mesurée, prudente, la voix d'une femme qui a décidé que ce qu'elle portait était devenu trop lourd pour être porté seule plus longtemps. Elle m'a demandé si j'étais assise. J'étais déjà au bureau de Lewis. Je lui ai dit que oui. Elle a commencé 8 mois en arrière. Lorsqu'elle avait commencé à surveiller Franklin pour la première fois, elle avait fait part de ses inquiétudes avec précaution, sans donner de détails, à une collègue nommée Vivienne. Retraitée aujourd'hui, mais forte de 30 ans d'expérience en tant qu'assistante juridique en droit de la famille au sein de la communauté juridique de Houston, Vivienne disposait d'un réseau plus étendu que la plupart des avocats en activité. Célestine ne lui avait pas demandé d'enquêter. Elle avait simplement dit « Je surveille une situation et quelque chose me semble anormal ». Vivienne avait écouté sans l'interrompre. Elle avait dit qu'elle y réfléchirait. 3 semaines plus tard, Vivienne rappelait. Ce qu'elle avait découvert,
rassemblé discrètement grâce à ses propres contacts, fut transmis à Célestine avec l'entente claire que cela n'irait pas plus loin que nécessaire, à savoir ceci, avant de s'appeler Tiffany Brown, elle s'appelait Tiffany Hargrove, élevée à Beaumont. Brièvement mariée à la fin de la vingtaine à un homme dont la famille possédait des propriétés commerciales dans le comté de Jefferson. Le mariage avait duré 14 mois. Certains registres étaient incomplets. Certains avaient été scellés dans le cadre d'accords transactionnels ultérieurs. Vivienne ne pouvait pas vérifier chaque détail de manière indépendante, mais il restait suffisamment de documents, un registre de propriété, références de correspondance d'avocats et dépôts de comté liés au litige pour établir les grandes lignes de ce qui s'était passé. Le litige n'était pas identique à ce qui se passait à Houston. C'est la première chose que Vivienne a soulignée. Il n'y avait pas eu de dépôt au secrétariat d'État, pas d'amendement de gestion d'entreprise, pas de traces écrites qui ressemblaient à ce que Franklin tentait aujourd'hui. Ce qui restait dans les dossiers, en revanche, c'était une série de questions. Pendant le mariage, une propriété commerciale avait été transférée hors du nom de la mère âgée dans des circonstances contestées plus tard par la famille. Une hypothèque contestée était apparue sur une deuxième propriété et avait finalement été retirée après l'intervention d'avocats. Selon la correspondance restante, la mère affirmait qu'elle n'avait pas pleinement compris les documents qu'on lui avait demandé de signer. Les avocats de la famille n'étaient pas d'accord sur la manière dont les transactions s'étaient déroulées. Des poursuites judiciaires avaient été brandies. Des discussions de règlement avaient suivi. Finalement, les transferts avaient été annulés. L'hypothèque avait disparu. Le mariage avait pris fin. Aucune poursuite pénale n'avait été engagée. L'affaire s'était réglée discrètement. Je n'ai pas parlé pendant un long moment après que Célestine a eu fini. Puis je lui ai demandé, la mère à Beaumont, était-elle veuve? Célestine a répondu, oui. J'ai demandé, et le fils, est-ce lui qui avait introduit Tiffany dans la famille? Célestine a répondu, oui. J'ai posé cela dans mon esprit comme on pose un objet fragile sur une surface dure. Avec précaution, en m'assurant qu'il ne se brise pas avant d'avoir eu la chance d'en comprendre toute la forme. Peut-être que Beaumont n'était pas une preuve. Peut-être que ce n'était même pas un schéma récurrent au sens juridique, mais c'était suffisant pour me mettre mal à l'aise. 2 fois, Tiffany était entrée dans une famille par l'intermédiaire d'un fils. 2 fois, elle s'était retrouvée à proximité de biens immobiliers commerciaux contrôlés par une mère veuve et âgée. 2 fois, des avocats avaient fini par s'en mêler. Ce n'était pas une preuve de culpabilité. Mais ce n'était plus non plus quelque chose que je pouvais écarter comme une simple coïncidence. Célestine a mentionné une dernière chose. Le contact de Vivienne à Beaumont avait noté que le père de Tiffany, Gérald Hargrove, retraité, vivant toujours à Beaumont, avait rompu tout contact avec sa fille quelque temps après la fin du mariage. Il n'avait pas assisté au mariage de Franklin et Tiffany à Houston. Il n'était pas venu chez eux. Il avait envoyé une carte. Un père qui envoie une simple carte pour le mariage de sa propre fille. J'ai dit à Célestine de me trouver les coordonnées de Gérald Hargrove. Je ne savais pas encore si je m'en servirais, mais je les voulais entre mes mains. Après avoir raccroché, je suis resté assise au bureau de Lewis pendant exactement 1 minute. Puis j'ai appelé Marcus. Je lui ai parlé de Beaumont, du mariage précédent, des litiges de propriété, des avocats, de la résolution discrète, du père qui avait envoyé une carte. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, pas de la surprise, quelque chose de plus délibéré. La pause d'un homme qui recalcule le poids de ce qu'il est en train de bâtir. L'appel est arrivé un lundi matin alors que j'étais au bureau de Lewis en train d'examiner les registres de location. Madame Okafor, locataire depuis 9 ans du local commercial du rez-de-chaussée de mon immeuble de Westemer, une couturière dont l'atelier de retouche avait survécu à 3 récessions et 2 inondations, parlait avec précaution. De la manière dont parle une personne qui ne sait pas si elle est sur le point de causer des ennuis ou de les éviter. Elle a raconté qu'une femme l'avait contactée la semaine précédente. Cette femme s'était présentée comme la nouvelle gestionnaire immobilière de Brown & Associates. Elle avait affirmé que tous les futurs paiements de loyer et demandes d'entretien devaient lui être adressés dorénavant. Elle avait laissé un numéro. Madame Okafor l'avait noté. Puis elle était restée pensive pendant plusieurs jours. Quelque chose lui semblait anormal. Elle disait qu'elle ne pouvait pas le nommer précisément. Juste qu'en 9 ans de location chez nous, personne ne l'avait jamais contacté pour rediriger des paiements sans une lettre de Lewis d'abord, puis 2 mois après le décès de Lewis.
Elle avait décidé de m'appeler directement avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je lui ai demandé le numéro. Elle me l'a lu. Je le connaissais déjà avant qu'elle n'ait fini. C'était le même numéro que Célestine avait trouvé rattaché à la société de gestion immobilière enregistrée il y a 4 mois sous le nom de jeune fille de Tiffany. Hargrove & Associates Property Solutions. La même entreprise, le même numéro. Tiffany avait appelé ma locataire directement pour lui dire que Brown & Associates avait une nouvelle direction. J'ai gardé une voix calme. J'ai dit à Madame Okafor que j'étais la gestionnaire immobilière de cet immeuble, que je le serais toujours, et que absolument rien n'avait changé. Je l'ai remercié de m'avoir appelé en premier. Puis je l'ai demandé de conserver notre appel dans son historique de téléphone et de garder le numéro que la femme lui avait laissé. Elle a dit qu'elle le ferait. J'ai appelé Marcus avant même de poser le téléphone. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il a dit « Elle vient de nous offrir une ingérence préjudiciable ». Son ton avait la qualité de celui d'un homme qui a construit un dossier avec soin et vient de voir la partie adverse commettre une erreur évitable. Il a rédigé la mise en demeure l'après-midi même. Avant la fermeture des bureaux, elle avait été remise en main propre par coursier à l'adresse personnelle de Tiffany et à l'adresse professionnelle enregistrée de Hargrove & Associates Property Solutions. Franklin a appelé ce soir-là à 19h43. Il n'a pas commencé par de l'inquiétude. Il a commencé par le contrôle, la colère particulière d'un homme qui a décidé que ce qu'il ressentissait était raisonnable et que c'était moi qui causais le problème. Il a dit que j'étais difficile. Que je rendais inutilement compliqué une chose simple. Que Desmond essayait d'aider et que je traitais les bonnes intentions comme une attaque. Puis il a dit, tout ce que Tiffany essayait de faire, c'était de te soulager d'un poids. Il venait de me dire qu'il était au courant de l'appel de Tiffany à Madame Okafor avant même que je n'en glisse un mot. Je n'avais pas mentionné Madame Okafor. Je n'avais pas mentionné le contact de Tiffany. Et le savait parce qu'il en faisait partie. Ils avaient agi ensemble, de manière coordonnée, et sa colère l'avait rendu assez insouciant pour le confirmer sur une ligne qu'il ne savait pas enregistrer. Il a continué à parler. Je l'ai laissé faire. Je n'ai presque rien dit. De légers bruits d'acquiescement, le genre qui pousse une personne à continuer de parler parce qu'elle confond le silence avec de l'accord. Quand il a enfin fini, j'ai dit, « Je t'entends, Franklin. » C'était tout. Il a pris cela pour de la soumission. Je pouvais l'entendre dans la façon dont sa respiration s'est calmée, dont sa voix a perdu son agressivité. Il a dit qu'il me parlerait bientôt et a raccroché. Je suis resté dans le silence un instant. Lewis disait toujours qu'un homme qui se croit déjà gagnant vous dira tout ce dont vous avez besoin. Il avait eu raison là-dessus, comme sur la plupart des choses. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé 3 mots à Marcus, il l'a confirmé. Sa réponse est revenue en moins d'1 minute, je vais préparer le dépôt. Marcus a appelé un mercredi matin. J'ai reconnu le ton de sa voix avant même qu'il ne dise quoi que ce soit de concret, mesuré, délibéré, le soin particulier d'un homme qui apporte des nouvelles à double tranchant et veut les présenter correctement. Il a dit, l'avocat de Franklin m'a appelé ce matin. J'ai posé mon café et j'ai attendu. L'équipe juridique de Franklin avait passé les jours qui avaient suivi la mise en demeure à essayer de comprendre exactement à quoi elle faisait face. Procédure standard avant de répondre à une action en justice. On cartographie le paysage, on identifie les actifs en question, on comprend la structure à laquelle on a affaire. Ils avaient donc extrait la documentation de Brown & Associates LLC. Ils avaient examiné l'accord d'exploitation. Ils avaient cherché la faille dont Franklin était certain de l'existence, celle qui lui donnerait un statut légal sur la propriété de Westemer, les autres biens commerciaux, les comptes d'exploitation, l'entreprise elle-même. Au début, a dit Marcus, il semblait croire qu'il y avait de la place pour un argument, un problème de procédure, une ambiguïté, une piste qui pourrait être négociée. Ils ne l'ont pas trouvé. Ce qu'ils ont trouvé à la place, c'est le mur que Lewis avait construit. Les dispositions relatives au gérant de l'accord d'exploitation étaient inattaquables, rédigées spécifiquement, m'a dit Marcus, avec des termes qui fermaient toutes les voies de contestation classiques, aucun transfert d'actifs, aucun amendement de gestion, aucune cession de propriété. Rien ne bougeait au sein de Brown & Associates sans mon consentement écrit. Pas le consentement de Franklin, pas le consentement d'un co-gérant, car Franklin n'était pas et n'avait jamais été co-gérant. Quel que soit le contenu de son dépôt frauduleux auprès du secrétariat d'État, ce dépôt n'avait aucune valeur juridique. Il n'en avait jamais eu.
L'accord d'exploitation que Lewis avait mis en place des années plus tôt avait été conçu pour protéger l'entreprise contre toute action non autorisée, peu importe qui la tentait. Franklin s'était simplement trouvé être la personne qui venait s'y briser. L'avocat de Franklin avait appelé Marcus avec le ton, a dit Marcus, d'un homme faisant des calculs en temps réel et n'en aimant pas le résultat. Les avocats professionnels restent professionnels, mais le changement de ton était audible sous la courtoisie. Il avait demandé s'il y avait une possibilité de résolution négociée. Marcus lui a répondu qu'il me transmettrait la demande. J'ai dit à Marcus qu'il n'y avait rien à transmettre. Il n'y avait aucune résolution négociée qui permettrait à Franklin de toucher à Brown & Associates de quelque manière que ce soit. Ce que je voulais, ce que j'avais décidé dès l'instant où j'avais donné le feu vert à Marcus pour lancer les poursuites, c'était que les comptes soient rendus, des comptes complets et documentés pour le dépôt frauduleux auprès du secrétariat d'État. Pour la procuration expirée utilisée comme document actif sur mes comptes pendant 3 mois, pour les dommages systématiques causés à ma réputation professionnelle dans une communauté où Lewis avait passé 30 ans à bâtir notre nom. Pour Tiffany appelant ma locataire et détournant mon loyer, pour tout cela. Chaque acte, chaque geste. Marcus a dit qu'il comprenait. Puis il a ajouté une dernière chose. L'avocat de Franklin avait demandé discrètement, presque comme une remarque en passant, si Tiffany serait désignée comme partie distincte dans l'action civile à venir. Non pas l'exposition de Franklin, non pas les biens conjugaux, mais la responsabilité juridique individuelle de Tiffany. Spécifiquement et séparément. Je suis resté pensif devant cela. L'avocat d'un mari s'enquérant de la responsabilité distincte de l'épouse n'est pas la question d'une défense unie. C'est la question d'un homme à qui l'on a dit d'évaluer chaque risque, y compris le risque assis en face de lui à la table du petit déjeuner. L'avocat de Franklin lui-même traçait déjà une ligne entre les intérêts de Franklin et ceux de Tiffany. Quant à savoir si Franklin savait que cette ligne était tracée, c'était une toute autre question. J'ai analysé tout cela depuis le bureau de Lewis, de cette même chaise, conservant cette distance que j'avais maintenue depuis le matin où j'étais rentré et avait trouvé le garage vide. Je ne regardais pas le monde de Franklin s'effondrer en temps réel. J'en étais informé discrètement depuis l'autre bout de la ville par un homme en qui Lewis avait eu confiance. Cette distance n'était pas de la froideur. Cette distance était tout l'intérêt de la démarche. J'ai demandé à Marcus quand nous pourrions déposer la plainte. Il a dit que l'action civile était prête. Il n'attendait que mon feu vert. Je le lui ai donné. L'avis de conservation des preuves est parti un jeudi matin. L'assistante de Marcus l'a déposé auprès de la plateforme avant 9 heures. Un instrument juridique formel exigeant de l'entreprise qu'elle conserve et produise la publication sous sa forme originale avec toutes les métadonnées intactes, horodatage, données de localisation, informations de compte. Chaque empreinte numérique que Tiffany avait laissée la nuit où elle s'était assise quelque part à Houston, alors que j'étais encore branché à des moniteurs d'hôpital. Pour publier une photo du véhicule de mon entreprise avec une légende qui disait à tout le monde ce qu'elle croyait être déjà à elle. Les captures d'écran que j'avais prises dans le bureau de Lewis, envoyées à moi-même par email dans les minutes qui avaient suivi la découverte de la publication, avec les horodatages intégrés, sont devenues la pièce à conviction dans un dossier du tribunal de district du comté de Harris. La vanité de Tiffany, figée dans l'instant précis où elle s'était exprimée, était désormais un outil juridique. L'instinct que Lewis m'avait transmis pendant 31 ans à documenter d'abord, réagir ensuite avait transformé une publication sur les réseaux sociaux en fondation d'un dossier judiciaire. Marcus m'a appelé cet après-midi-là. L'avocat de Tiffany avait contacté son cabinet dans les 48 heures suivant l'arrivée de la mise en demeure et de l'avis de conservation. Il a décrit le ton de l'avocat comme il décrivait la plupart des choses, précisément, sans fioriture, celui de quelqu'un qui vient de voir l'image complète pour la première fois et réalise que la situation est nettement pire que ce que sa cliente avait indiqué. L'avocat avait demandé du temps. Marcus m'a expliqué ce que l'avocat de Tiffany examinait à présent. Une ingérence préjudiciable par le contact avec Madame Okafor. La possession non autorisée d'un véhicule d'entreprise. La publication comme preuve documentée de l'intention. Elle l'avait publié le soir même de mon hospitalisation, établissant le moment et le contexte. Les enregistrements, l'activité de gestion immobilière, le schéma comportemental plus large déjà documenté à Houston. L'affaire de Beaumont pourrait être mentionnée, a dit Marcus, mais seulement en tant qu'historique, pas comme preuve de ce qui s'était passé ici. Le dossier de Houston se suffisait à lui-même. J'ai trouvé cela curieusement réconfortant.
Je n'avais pas besoin de l'histoire d'une autre famille pour expliquer la mienne. J'ai demandé à Marcus quelle était son impression sur Tiffany. Il a dit, elle n'y croit pas encore. J'ai compris cela immédiatement. Une personne qui a agi sans véritable conséquence pendant longtemps développe une certitude particulière, pas de l'arrogance exactement, mais une confiance structurelle profonde dans le fait que l'architecture d'une situation va plier devant elle comme elle l'a toujours fait. Tiffany était encore dans cette bulle de confiance, retournant le problème dans sa tête, cherchant l'angle qui le rendrait gérable, persuadée que, quelque part dans cette situation, il y avait une issue qu'elle n'avait pas encore trouvée. Puis Marcus m'a dit quelque chose qui a changé la donne. L'avocat de Tiffany lui avait posé une question bien précise. Posée de manière détachée, le genre de question qu'un avocat pose lorsqu'il sait déjà que la réponse aura de l'importance. Elle avait demandé si le dépôt civil ferait spécifiquement référence à l'affaire de Beaumont par son nom et ses détails. Je suis restée songeuse. L'avocat de Tiffany était au courant pour Beaumont parce que Tiffany le lui avait dit. Un avocat ne s'enquiert pas d'un litige antérieur dans une autre ville à moins que sa cliente ne le lui ait révélé. Ce qui signifiait que sous ses airs de confiance, sous les demandes de délai, de prolongation et d'arrangement négocié de son avocat, Tiffany s'était assise en face de son propre conseil et lui avait expliqué l'affaire de Beaumont parce qu'elle comprenait qu'elle risquait de refaire surface et voulait savoir à quel point cela importait. Elle n'était pas aussi sereine qu'elle le laissait paraître. 31 ans de négociation avec Lewis m'avaient montré exactement à quoi ressemble une personne effrayée qui s'efforce de garder son sang-froid. Les demandes de temps, les questions prudentes qui en révèlent plus qu'elles ne cachent. L'avocat prit entre la peur de sa cliente et la préparation de la partie adverse. Tiffany avait peur. Et une Tiffany effrayée, cherchant encore l'issue qu'elle croyait exister, était à la fois plus dangereuse et plus utile qu'une Tiffany confiante. J'ai dit à Marcus d'avancer selon le calendrier prévu. Pas de prolongation, pas de faveur, pas de retard d'aucune sorte. Le dossier civil serait déposé au tribunal de district du comté de Harris au moment où Marcus avait dit qu'il y serait. J'avais fini d'attendre. Le numéro affichait un indicatif régional 409. Beaumont. J'ai failli ne pas répondre. Mon pouce est resté suspendu au-dessus de l'écran pendant 2 longues secondes. Assez pour hésiter, pas assez pour décider de ne pas le faire. J'ai répondu. L'homme à l'autre bout du fil a parlé avant que je ne puisse dire autre chose qu'un simple bonjour. Il a dit, Madame Brown, je m'appelle Gérald Hargrove. Je suis le père de Tiffany. Je sais qui vous êtes. Sa voix était lente et posée. Pas hésitante, posée, la voix d'un homme qui n'avait rien répété parce qu'il avait décidé de dire exactement la vérité. Et la vérité ne nécessite aucune répétition. Elle ne demande que du courage. Je n'ai rien dit. Lewis m'avait appris que dans toute conversation importante, la personne qui parle la première est celle qui se révèle le plus. J'ai attendu. Gérald a parlé pendant un long moment. Il m'a parlé de la femme de Beaumont. Pas de son nom, qu'il a gardé pour lui, mais suffisamment pour que je comprenne. Une veuve. 67 ans. Lorsque Tiffany était entrée dans sa famille en passant la porte de son fils, une femme qui avait passé des décennies à bâtir des propriétés commerciales avec son mari et à les gérer après sa mort. Gérald a raconté qu'il avait vu se produire certaines choses qui l'avaient mis mal à l'aise. Rien de dramatique au début. De petits détails. Des questions sur la propriété. Des questions sur des documents, des interrogations sur des biens immobiliers qui semblaient étonnamment précises pour quelqu'un qui venait d'entrer dans la famille par le mariage. Il a dit que Tiffany avait toujours possédé une qualité particulière, une précision dans sa manière de naviguer dans les situations, une façon d'identifier ce que les gens appréciaient le plus et de se positionner tout près. Pendant des années, il avait appelé cela de l'ambition. Puis des avocats s'en étaient mêlés. Des litiges de propriété avaient suivi. Le mariage avait pris fin, et Gérald avait cessé d'appeler cela de l'ambition. Il a dit qu'il avait choisi le silence une fois que tout avait été terminé. Non pas parce qu'il croyait qu'il ne s'était rien passé, mais parce que Tiffany restait sa fille. Parce qu'il voulait croire qu'elle en tirerait une leçon. Il a dit, je me trompais. Je vis avec cette erreur depuis 4 ans. Lorsqu'un collègue lui avait transmis, quelques semaines plus tôt, une lettre d'information professionnelle faisant référence à un litige lié à Brown & Associates, il avait immédiatement reconnu le nom de Lewis Brown. Il connaissait la réputation de Lewis. Il savait quel genre d'homme Lewis avait été,
et il en savait assez sur Beaumont pour se sentir à nouveau mal à l'aise. Il avait donc commencé à passer des appels, non pas pour rouvrir l'affaire de Beaumont, mais simplement pour comprendre si les deux situations étaient réellement liées. Ce qu'il avait appris l'avait convaincu qu'elle l'était peut-être. J'ai écouté. Ce qui m'a frappé n'était pas de la certitude. C'était l'absence de certitude. Gérald ne prétendait pas tout savoir. Il n'essayait pas de prouver un dossier. Il avait le ton d'un homme qui regrettait depuis des années de ne pas avoir été plus attentif. Puis il m'a dit quelque chose d'utile. Les avocats de la famille de Beaumont avaient conservé la majeure partie des dossiers lorsque l'affaire s'était réglée. Personnellement, il n'avait pas de dossier complet. Ce qu'il avait, c'était une poignée de documents conservés, d'anciennes correspondances et suffisamment d'informations pour identifier les avocats impliqués si Marcus voulait demander des pièces ou vérifier des détails. Cela sonnait vrai. Un homme qui garde quelques papiers. Pas des archives secrètes. Pas un classeur parfait qui attendait un appel depuis 4 ans. Juste de quoi pointer dans la bonne direction. J'ai pensé à Lewis. J'ai pensé à ce qu'il aurait dit à cet homme. Un père assis quelque part à Beaumont, portant 4 ans de regrets et décidant enfin de ne plus les porter seul. Je me suis dit que Lewis lui aurait dit « Merci pour votre appel ». J'ai demandé à Gérald s'il accepterait que son avocat parle avec Marcus Elliott. Il a répondu « Absolument ». Je l'ai remercié. L'appel s'est terminé. Je suis resté assis sur la chaise de Lewis sans bouger pendant un long moment, assez longtemps pour que la pièce passe de la lumière de l'après-midi à quelque chose de plus sombre. Plus longtemps que je n'étais resté immobile depuis le matin où j'étais rentré de l'hôpital et avais trouvé le garage vide. 2 parents, une catastrophe, et un homme qui avait fini par manquer de raison pour garder le silence. La plainte a été déposée au tribunal de district du comté de Harris un mardi matin à 9h47. À 14h, elle faisait partie du domaine public. Le document faisait 41 pages. Marcus avait été minutieux, de la manière dont Lewis était minutieux. Rien n'était laissé à l'interprétation, rien ne reposait sur des hypothèses. Franklin Brown et Tiffany Brown y étaient nommés individuellement et conjointement. Le dépôt frauduleux auprès du secrétariat d'État, la procuration expirée utilisée comme document actif sur mes comptes, l'ingérence préjudiciable dans un contrat de bail existant, la possession non autorisée d'un véhicule d'entreprise. Les documents attestant de soupçons d'abus de confiance financier pendant que j'étais hospitalisé et en convalescence, et, joints séparément comme éléments d'historique, les informations liées au litige foncier antérieur de Beaumont incluses non pas comme preuve de ce qui s'était passé à Houston, mais comme contexte que Marcus jugeait utile si des questions sur l'intention ou sur un schéma récurrent devaient se poser par la suite. 41 pages, chaque acte, chaque geste, chaque mois. Houston n'a pas réagi immédiatement. Le premier jour s'est déroulé calmement. Le second a été plus calme que ce à quoi je m'attendais. Puis, vers la fin de la semaine, les appels ont commencé. Les gens parlent dans le milieu des affaires. Pas fort, pas tous en même temps. L'information passe d'un bureau à l'autre, d'un déjeuner de travail à l'autre, d'un avocat à l'autre. Une plainte déposée devient une conversation. Une conversation devient une question. Puis, finalement, quelqu'un décroche son téléphone. Le premier appel est venu d'un numéro que je reconnaissais, puis un autre encore. Des personnes qui s'étaient tues au cours des 6 derniers mois. Des personnes à qui j'avais accordé le bénéfice de la distance du deuil sans comprendre ce que leur silence signifiait réellement. Elles appelaient maintenant. Ce n'était pas parce que les détails juridiques étaient spectaculaires. C'était à cause du nom au centre de tout cela. Lewis Brown avait bâti des choses dans cette ville pendant 30 ans. Son nom figurait sur le mur des donateurs d'un hôpital communautaire du quartier sud-ouest, où il avait signé un chèque sans qu'on le lui demande lors d'une campagne de financement il y a 15 ans. Son nom était gravé sur la première pierre de l'immeuble de Westemer, posé là en 1998 lorsqu'il avait entamé les travaux de la première propriété commerciale qu'il avait possédée en propre. Les gens du milieu des affaires de Houston connaissaient ce nom comme on connaît un point de repère. Pas toujours de manière consciente, mais immédiatement lorsqu'il apparaît là où il ne devrait pas. Le nom de Lewis Brown sur une plainte civile dans le comté de Harris, lié aux agissements de son propre fils, n'était pas quelque chose qui pouvait passer inaperçu. 2 de ses partenaires commerciaux de longue date m'ont appelé avant la fin de la semaine. Les 2 hommes se montraient prudents.
Les avocats avaient probablement conseillé à tout le monde dans la communauté des affaires de Houston de faire attention à ce qu'ils disaient au sujet d'une procédure en cours, mais ils ont appelé. L'un d'eux a simplement dit qu'il voulait que je sache qu'il pensait à moi. L'autre a dit qu'il aurait dû me rappeler plus tôt et qu'il était désolé de ne pas l'avoir fait. Aucun des deux n'a expliqué pourquoi il était resté silencieux pendant 6 mois. Aucun des deux n'avait besoin de le faire. Franklin avait passé 11 mois à utiliser le nom de son père pour laisser entendre que j'étais diminué, que la mort de Lewis m'avait laissé incapable, que la femme que Lewis avait construite à ses côtés pendant 31 ans était devenue l'ombre d'elle-même sans lui. Ce qu'il avait fait en réalité, sans le comprendre, c'était de rappeler à tous ceux qui connaissaient Lewis à qui appartenait ce nom et exactement ce qu'il représentait. Le nom de Lewis me protégeait à nouveau depuis sa tombe, comme il l'avait toujours fait. Je suis resté pensif devant cela pendant un long moment, non pas avec satisfaction, mais avec tristesse. La tristesse particulière d'une chose nécessaire. Le nom de famille de Lewis se trouvait dans un tribunal. Les fautes de son fils y étaient rattachées en 41 pages de faits documentés. Ce n'était pas ce que j'avais voulu pour ce nom. Ce n'était pas ce pourquoi Lewis avait travaillé pendant 30 ans. Mais il y a des moments où la seule façon de protéger quelque chose est de le mettre en pleine lumière et de laisser la lumière faire ce que l'obscurité ne pouvait pas faire. Et c'était l'un de ces moments. J'avais fait ce qu'il fallait faire. Je le savais de la manière dont on sait qu'une décision difficile était la bonne. Pas avec joie, mais avec le calme d'une chose réglée. J'ai appelé Marcus avant d'aller me coucher. Je lui ai dit que je voulais qu'une copie de la plainte soit envoyée à la division des délits financiers du procureur général du Texas. La documentation sur le dépôt frauduleux auprès du secrétariat d'État en particulier. Je voulais qu'un œil officiel se penche dessus au-delà du tribunal civil. Marcus a dit, « Je l'ai déjà envoyé cet après-midi. Je me doutais que c'est ce que vous voudriez. » J'ai regardé le téléphone un instant. J'ai dit, « Lewis vous aurait bien aimé. » Il y a eu un silence. Puis Marcus a répondu doucement, « Il m'aimait bien. » Marcus a appelé un vendredi matin avec des nouvelles qui arrivaient par étapes. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis le dépôt civil. La division des délits financiers du procureur général du Texas avait ouvert une enquête préliminaire sur le dépôt frauduleux auprès du secrétariat d'État. Pas encore une enquête criminelle complète. Un examen. Quelqu'un dans ce bureau était désormais assis avec les mêmes documents que Marcus avait déposés, examinant le nom de Franklin sur un amendement de gestion dépourvu de signature valide et posant les questions que les examens officiels ont vocation à poser. Marcus m'a expliqué la nuance avec soin. Un examen n'était pas une inculpation, mais un examen signifiait que le dossier avait franchi un seuil de préoccupation suffisant pour que l'État l'étudie de ses propres yeux. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai demandé ce qui venait ensuite. Il a dit, « Nous attendons et laissons les choses suivre leur cours. » Au cours des semaines qui ont suivi le dépôt de la plainte, Marcus a reçu la notification officielle que Franklin et Tiffany avaient pris des avocats distincts. Franklin avait gardé son avocat d'origine, le même homme qui avait appelé Marcus après avoir découvert la barrière de la LLC, la même voix qui avait évoqué des résolutions négociées. Tiffany avait engagé un cabinet totalement différent, un cabinet avec une autre adresse et une autre spécialisation, un cabinet dont Marcus a souligné, sans autre commentaire, qu'il gérait un volume important de dossiers de défense pénale liés à la coopération avec la justice. J'ai reçu cette information comme j'avais appris à recevoir tout le reste ces dernières semaines, pleinement, sans me précipiter vers des conclusions avant que la forme globale ne soit complète. Des avocats distincts signifiaient des intérêts distincts. Un mari et une femme qui construisent une défense unie engagent le même avocat ou coordonnent si étroitement leurs deux avocats qu'ils n'en forment qu'un. Un mari et une femme qui prennent des avocats différents issus de cabinets distincts ont fait un calcul privé, chacun de leur côté observant la situation et déterminant que sa propre survie individuelle pourrait exiger une stratégie différente de celle du couple. Ce que ce calcul produirait au bout du compte, je l'ignorais, mais je savais que cela signifiait qu'ils n'avançaient plus comme un bloc uni. Cela avait de l'importance. J'ai alors pensé à Franklin, non pas à ce qu'il avait fait. J'avais fini d'intégrer cela des semaines plus tôt. J'ai pensé à ce qu'il aurait pu être. Lewis l'emmenait sur les chantiers le samedi matin quand il était petit, avant que l'entreprise ne devienne assez grande pour imposer des protocoles de sécurité stricts, à l'époque où un père pouvait promener son garçon sur un chantier de construction. Le laisser toucher les matériaux et poser des questions. Franklin portait le casque de chantier de Lewis, immense sur sa petite tête, incliné vers l'avant sur ses yeux. Il posait des questions sur tout.
À quoi servait cette poutre? Pourquoi ce mur était placé là? Comment on savait où poser les fondations? Il était sincèrement curieux, sincèrement intéressé. Lewis rentrait de ses samedis avec une satisfaction particulière, celle qui n'a pas besoin d'être claironnée. Quelque part entre ces samedis matins et aujourd'hui, Franklin avait choisi un autre chemin. Je n'en connaissais pas le moment exact. J'avais cessé de le chercher. Mais je me suis laissé aller à ressentir le poids de cette distance entre le petit garçon au casque de chantier et l'homme sur l'enregistrement disant « nous », pendant le temps exact qu'il me fallut pour marcher du bureau de Marcus jusqu'à l'ascenseur. Puis Marcus m'a dit la dernière chose. Le nouvel avocat de Tiffany avait récemment pris un contact informel avec le bureau du procureur général. Un contact préliminaire, exploratoire, le genre de démarche qui n'engage à rien mais signale clairement qu'une discussion est possible. Quelqu'un commençait à évaluer les options, ce que la coopération pourrait coûter, ce qu'elle pourrait rapporter, et si le fait de maintenir un front uni restait dans l'intérêt de sa cliente. Je n'ai pas éprouvé de satisfaction face à cela. La satisfaction aurait été simple, et ceci n'était pas simple. Ce que je ressentais, c'était le poids particulier d'un mécanisme qui a été mis en mouvement et n'a plus besoin de votre main pour continuer à tourner. Mon travail consistait désormais à rester stable, à le laisser aller à son terme. Marcus m'a demandé comment je tenais le coup. J'ai dit, je tiens. Il a répondu que c'était le plus important. Je suis rentré chez moi. Je me suis assise au bureau de Lewis. J'ai regardé sa photo pendant un long moment. Marcus a appelé un jeudi matin. Sa voix portait quelque chose que je n'y avais pas encore entendu. Ni de l'excitation, ni du soulagement, quelque chose de plus calme que les deux. De réglé. L'attitude d'un homme qui a porté quelque chose avec soin pendant longtemps et vient de le déposer sur un sol solide. Il a dit, l'accord de coopération de Tiffany a été signé ce matin. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé la phrase s'installer dans la pièce. Puis Marcus m'a raconté ce qu'il avait appris pendant les négociations qui avaient mené à cet accord. Les avocats de Tiffany avaient passé des semaines à examiner la plainte civile, les documents de Beaumont, le contact avec la locataire, la question du véhicule, les conversations enregistrées et le dépôt auprès du secrétariat d'État. Ils en avaient conclu que sa responsabilité était nettement plus lourde que ce qu'elle avait imaginé au départ. Ce qui avait commencé comme un problème civil s'était transformé en quelque chose dont elle ne pouvait plus supposer que les conséquences se limiteraient à un tribunal civil. C'est alors seulement que Marcus m'a expliqué l'accord lui-même. Tiffany avait fourni au bureau du procureur général une déclaration complète désignant Franklin comme le maître d'œuvre principal. Le dépôt frauduleux auprès du secrétariat d'État, imaginé et exécuté par Franklin. La procuration expirée utilisée contre mes comptes, sous la direction de Franklin. La campagne systématique pour saper ma réputation professionnelle, menée par les contacts directs de Franklin avec les associés de Lewis. La coordination avec Desmond par l'intermédiaire de la société immobilière Hargrove & Associates, les dates, les échanges, la correspondance documentée entre qui établissait notamment ce qui avait été fait. Mais aussi le moment où la planification avait commencé et qui avait dirigé chaque mouvement. Elle avait été minutieuse, de cette minutie qui ne vient pas de la conscience mais du calcul. De la part d'une personne qui a mesuré tout le poids qui s'apprêtait à s'abattre sur elle et a déterminé que le chemin le plus efficace consistait à livrer l'autre personne à ceux qui posent les questions. Elle avait fait ses comptes. Franklin était le prix de sa sortie. Elle l'avait payé sans hésitation. L'avocat de Franklin avait reçu la notification de l'accord de coopération le matin même de sa signature. Marcus ignorait la réaction exacte de Franklin. Les avocats ne partagent pas cela. Et l'avocat de Franklin avait demandé une réunion d'urgence avec le bureau du procureur général avant midi, ce qui en disait long. Une demande de réunion d'urgence de la part d'un avocat de la défense le matin même où le complice de son client signe un accord de coopération n'est pas le signe d'une stratégie qui tient la route. C'est le bruit d'une défense qui réalise pour la première fois qu'elle a déjà perdu. J'ai pensé à la mécanique de ce que Tiffany venait de faire. Elle avait identifié sa responsabilité. Elle avait trouvé la sortie. Elle l'avait franchie et l'avait refermée derrière elle avec des documents qui enterraient l'homme aux côtés de qui elle avait échafaudé ce plan. Elle avait fait à Franklin précisément ce que tous les deux avaient fait à tout le monde, repérer l'élément de valeur disponible dans une situation difficile et s'en emparer proprement, sans sentiment, sans hésitation, sans un regard en arrière. Ce n'était pas de la justice poétique. La justice poétique suppose qu'une force plus grande et plus sage orchestre le dénouement.
C'était simplement Tiffany qui se révélait complètement et définitivement fidèle à elle-même, la même personne qu'elle avait toujours été, appliquant la même méthode qu'elle avait toujours appliquée, la seule différence étant la direction vers laquelle elle était tournée. Puis Marcus m'a parlé d'un troisième bien immobilier que la déclaration de Tiffany mentionnait, un bien appartenant à Brown & Associates que mon équipe n'avait pas encore documenté. Une propriété que Franklin avait négociée séparément à mon insu avec un acheteur potentiel qu'il avait contacté par l'intermédiaire d'un des associés de Lewis qui s'était éloigné. La négociation n'avait pas abouti, mais elle avait commencé, et elle faisait désormais partie à la fois de l'affaire civile et de l'enquête, ajoutée au dossier par la femme en qui Franklin avait eu le plus confiance. Il était allé plus loin que je ne le savais. J'ai reçu cela, non pas avec stupeur, mais avec de la lucidité. Un homme qui avait passé 11 mois à se montrer prudent, patient et méthodique ne se serait pas arrêté à ce qui était visible. Évidemment, il y avait autre chose. Il y avait toujours autre chose avec une personne qui pensait que l'intégralité de ce que Lewis avait bâti n'attendait qu'à être récupérée. J'ai demandé à Marcus ce qui attendait Franklin désormais. Il a répondu que c'était au bureau du procureur général d'en décider. Mais entre l'accord de coopération, la plainte civile, l'appel enregistré, les documents de Gérald, les preuves du secrétariat d'État et maintenant la déclaration complète de Tiffany, l'image était complète, et elle était claire. J'ai dit, Lewis disait toujours, la vérité n'a pas besoin d'aide. Elle a juste besoin de temps. Marcus est resté silencieux un moment, puis il a dit, il avait raison. Le SUV noir était de retour à sa place. Je l'ai remarqué de la manière dont on remarque un objet qui a été rapporté là où il doit être. Sans soulagement, sans cérémonie, juste avec la tranquille constatation d'une chose restituée à sa juste place. La procédure civile s'était chargée de la restitution du véhicule. Le bureau de Marcus s'était occupé des documents de transfert. L'emplacement dans le garage de Brown & Associates qui était vide à mon retour de l'hôpital était à nouveau occupé, et je lui ai jeté un coup d'œil avant de passer mon chemin vers l'entrée du bâtiment. Certaines choses ne demandent rien de plus. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au bureau de direction au 4e étage, celui que Lewis avait conçu lui-même, dont il avait pensé la disposition. Choisissant délibérément l'emplacement de la fenêtre pour que quiconque s'asseyait au bureau principal ait la silhouette de Houston directement derrière lui lorsqu'il faisait face à la pièce. Il disait que cela lui rappelait le but du travail. J'avais toujours compris ce qu'il voulait dire, mais je ne le lui avais jamais dit. Je regrettais maintenant de ne pas l'avoir fait. Son bureau était exactement tel qu'il l'avait laissé. Je l'avais gardé ainsi, non pas par deuil, bien que le deuil y ait eu sa part, mais parce que la pièce fonctionnait, chaque élément y était posé avec intention, et l'intention était toujours juste. Je me suis assise à son bureau et j'ai ouvert le dossier que Marcus m'avait fait parvenir, une demande de location pour l'espace du 3e étage, vacant depuis la mort de Lewis, celui que je n'avais pas eu l'énergie de commercialiser correctement pendant que tout le reste se déroulait. Le locataire potentiel était un petit cabinet d'architectes, 8 ans d'activité, des finances saines, de solides références, le genre d'entreprise qui traite un espace loué avec respect. Le genre de locataire que Lewis aurait approuvé dans les 5 premières minutes d'examen de son dossier. J'ai lu la demande 2 fois. Puis j'ai signé l'autorisation de procéder et je l'ai placée dans la bannette de sortie pour le bureau de Marcus. Brown & Associates était toujours en activité. Elle le resterait. Je me suis penché en arrière et j'ai regardé la pièce, les meubles de classement que Lewis avait organisés par année, les photographies de chantiers encadrées sur le mur, chaque pose de première pierre depuis 1991. 30 ans de fondation coulée et d'immeubles construits, la photo de la première pierre de cet immeuble précis, en 1998. Lewis en casque de chantier, tenant une pelle qu'il avait apportée de chez lui parce qu'il ne faisait pas confiance aux pelles d'apparat pour faire assez vrai. Franklin s'était mépris sur le nom et l'héritage. Il avait regardé Brown & Associates et y avait vu un actif à transférer, une chose dont la valeur pouvait être déplacée d'une colonne à une autre. Il n'avait jamais compris que le nom était le résultat du travail, et non l'inverse. On n'héritait pas du nom en s'emparant de l'immeuble. Le nom vivait dans les décisions, dans les relations, dans ses 31 ans passés à répondre présent et à faire les choses correctement. Il vivait dans l'appel de Madame Okafor qui m'avait contacté parce que 9 ans de travail de propriétaire honnête l'avaient poussé à faire plus confiance à mon numéro qu'à celui d'une inconnue. Il vivait dans le geste de Marcus qui avait déjà envoyé le dossier au procureur général parce que Lewis l'avait choisi avec assez de soin pour que devancer le bon coup soit simplement sa façon de fonctionner. Franklin n'aurait jamais pu s'emparer de cela. Ce n'était pas transférable.
J'ai ouvert le tiroir du bas du bureau pour y chercher un stylo pour l'étiquette de la bannette de sortie et je l'ai vu. Un morceau de papier plié, repoussé tout au fond. Dans aucun dossier, pas organisé, juste là. Le papier avait jauni sur les bords, comme le fait le papier qui a vécu dans un tiroir pendant des années sans être dérangé. Je l'ai déplié avec précaution. L'écriture de Lewis, une encre plus ancienne, légèrement passée. Il y était écrit, « Tu as toujours su quoi faire ». J'ai juste essayé de suivre le rythme. Je ne savais pas quand il l'avait écrit. Je n'avais pas besoin de le savoir. Je l'ai replié selon ses plis d'origine et je l'ai mis dans la poche de ma veste, contre ma poitrine. Je me suis tenu devant la fenêtre. Houston s'étendait derrière la vitre comme elle l'avait toujours fait, indifférente, occupée, sans se soucier de ce qui arrive à une personne en particulier en son sein. Mais le nom de Lewis figurait sur l'annuaire en bas. Son travail était dans ses murs. Son jugement résidait dans l'accord d'exploitation qui avait empêché son fils de prendre ce qui ne lui avait jamais appartenu. Je lui ai parlé de la manière dont on parle à quelqu'un qui sait déjà ce que l'on va dire, mais qui a tout de même besoin de l'entendre. Je lui ai parlé des 57 appels et du classeur de Célestine et du bureau de Marcus et d'un homme à Beaumont nommé Gérald Hargrove qui avait enfin déposé quelque chose de trop lourd à porter seul. Je lui ai raconté ce que Tiffany avait fait à la fin et comment elle l'avait fait. Je lui ai dit que Franklin était entre les mains de personnes dont c'était le travail de s'occuper de ses affaires, que j'avais fait tout ce que je pouvais faire et que cela avait suffi. Je lui ai dit que l'immeuble allait bien. Je lui ai dit que j'allais bien. Je n'ai pas pardonné à Franklin en me tenant devant cette fenêtre. Le pardon appartient aux personnes qui se sont vues clairement et ont choisi d'agir autrement. Ce que j'ai fait, c'est me libérer de son poids. Le déposer comme on dépose quelque chose qui ne nous a jamais appartenu, une fois que l'on comprend enfin que cela n'a jamais été à soi. J'avais vu clair. J'avais répondu pleinement. J'en avais fini. J'ai pris mes clés. J'ai éteint la lumière du bureau de Lewis. J'ai pris les escaliers.